Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com sur la thématique aujourd'hui investir en France en 2023, perspectives, conseils et pièges à éviter. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions lepetitjournal.com. Certains et beaucoup d'entre vous me connaissent. Lepetitjournal.com, votre journal, le journal des Français à l'étranger. Donc, pour animer aujourd'hui le webinaire sur cette thématique avec moi, un expert, Manuel Ravier, qui est le cofondateur et président d'investissementlocatif.com. Lui-même entrepreneur, conférencier et investisseur en France depuis près de 10 ans. Je vais bientôt lui passer la parole. Je voulais tous vous remercier, les internautes, vous saluer. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vous être inscrits. La première chose à vous dire, c'est que le webinaire sera disponible en replay. Donc, on est parti pour à peu près 1 heure de webinaire. Si vous ne pouvez pas assister à tous, sachez que vous recevrez, juste à la fin du webinaire, vous recevrez un lien sur votre adresse mail avec laquelle vous êtes inscrite pour pouvoir le revoir ou également le partager évidemment avec vos connaissances et vos amis. Il y aura aussi un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube MBD. Donc, de la même façon, n'hésitez pas à partager évidemment cet article et cette vidéo. Vous avez un petit onglet questions en bas à droite avec poser une nouvelle question. Donc, je vais vous mettre un petit bonjour à tous. Hop, voilà, bonjour, poser une nouvelle question. N'hésitez pas, évidemment, vous êtes là pour ça. Posez bien vos questions à travers cet onglet. Et puis, pour commencer, dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est le soir? Est-ce que vous êtes sur le continent américain? C'est tôt le matin, vous nous avez rejoints. Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Faites-nous un petit coucou à travers ce petit onglet. Comme ça, on voit également si tout marche bien, il n'y a pas de raison. Mais en tous les cas, voilà, on aimerait bien savoir un petit peu, vous faire un petit signe. On va l'utiliser un petit peu comme un chat. Donc, posez bien toutes vos questions à travers cet onglet. Faites-nous un petit coucou, un petit salut. Manuel est là pour évidemment répondre pendant 1 heure à toutes vos questions. Alors, Manuel, je te laisse la parole pour te présenter en quelques mots. Puis après, on va dérouler une petite présentation, les internautes. Et puis, évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions. Merci beaucoup Hervé. Déjà une très belle année à tous et toutes. J'espère que vous avez bien commencé l'année. On est partenaire et très heureux de l'être du Petit Journal depuis, je sais pas, on se disait 5 ou 6 ans avec Hervé. Donc on a un peu l'habitude de faire ce type d'événement. Moi, je suis très content de pouvoir vous donner des insights de marché, puisque nous, notre métier vraiment, c'est l'investissement immobilier locatif. Donc on est sur le terrain toute la journée, comme l'a dit Hervé. On pilote une entreprise d'environ 200 collaborateurs qui s'appelle investissementlocatif.com, qu'on a créé de zéro il y a un peu plus de 10 ans. Et aussi, à titre personnel, on est investisseur, donc de terrain, on connaît à la fois par le métier, pour tous les projets qu'on réalise pour nos clients, plus de 2000 projets livrés, je pense peut-être même plus de 3000 maintenant, et bien évidemment par les biens qu'on a pu acheter, exploiter à titre personnel, puisqu'on fait exactement, et par le biais de notre équipe, ce qu'on recommande aux clients de faire. Donc voilà, donc on est là pour répondre à vos questions. On va être là pendant 45 minutes. Impossible de se connecter, nous dit Sabrina. Donc j'espère que ça va marcher. Bonjour de Paris sous la grisaille, nous dit Alice. Oui, on est aussi à Paris, dans la grisaille. Dans Sabrina, on vous voit, donc a priori, ça devrait marcher. Sinon, essayez de vous déconnecter, de vous reconnecter. Peut-être si tu veux, Manuel, on peut partager. Je vais partager ton document. Oui, avec plaisir. Juste deux petites choses avant de démarrer. D'abord, dans le chat, je vais vous mettre un lien pour prendre un rendez-vous avec mon équipe si vous souhaitez un rendez-vous pour faire le point, si vous avez un projet précis. C'est un rendez-vous qui ne coûte rien, c'est gratuit, ça prend une trentaine de minutes. Et si vous avez un projet, vous pourrez peut-être l'affiner, voir si on est en mesure. On pourra voir si on est en mesure de vous accompagner ou pas en fonction du financement, etc. Donc, c'est des questions financement, projet à lancer. Donc, je vous mets le lien et vous pouvez prendre rendez-vous dessus. Le deuxième petit point, j'en profite, je vais être en déplacement. Alors, je ne sais pas s'il y en a des gens qui sont aux États-Unis, je ne pense pas parce que l'horaire ne correspond pas trop. Mais si vous avez des amis qui sont à Los Angeles ou San Francisco, j'y serai la semaine prochaine. Je vais animer des conférences, cette fois-ci en physique. Donc, je suis super content, c'est un peu mon rêve américain. Je serai à Los Angeles pour un déjeuner conférence sur le sujet de l'immobilier. Donc, faites tourner à vos amis expats qui sont à LA. Ça sera le mercredi 25 janvier et le vendredi 27 janvier, je serai à San Francisco. On a des clients sur place, on a des personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier. Donc, on essaie d'aller à la rencontre dans différents pays de nos clients et puis de tous les gens qui veulent investir dans l'immobilier en France. Donc, le 25 et le 27, Los Angeles et San Francisco. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Il reste quelques places. Événement physique sous format déjeuner. Je vous mets le lien et puis on démarre tout de suite cette présentation. C'est parti. Merci Manuel. Alors, qui est-ce qui fait défiler? Moi, je ne peux pas. Si, je peux. J'ai la main. Tu peux, absolument. Très bien, très bien. Alors, c'est parti. Donc, quelles sont les opportunités à saisir à l'horizon 2023? Beaucoup de choses
bouge dans le domaine de l'investissement immobilier. Donc, je vais essayer de répondre et puis d'adresser les grands sujets et les grands changements qui ont lieu depuis 1 ou 2 ans. Donc, moi, je me suis très rapidement présenté. Je suis diplômé en droit de l'immobilier et en finance de l'Université Paris-Sorbonne. 10 ans d'expérience dans l'immobilier. Donc, à titre perso, avec mon associé, plus de 150 biens achetés, loués. On est un peu addict. Et à titre personnel, entre 2500 et 3000 projets livrés pour le compte de clients qui vont du studio jusqu'à l'immeuble entier. On a fait investir plus de 400 millions d'euros dans l'immobilier et on est présent dans une vingtaine de grandes villes en France, grandes villes et périphéries. Je vous ai mis une petite carte juste après. Et voilà, on a fêté nos 10 ans. Ah non, je ne vous ai pas mis la carte ici. Donc, on est présent à Paris, Lyon, Marseille, Nice. On fait la Côte d'Azur, on fait la Bretagne. On fait la région dont je suis originaire, c'est-à-dire la Savoie, Isère, donc on est sur Grenoble. On fait, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait bien sûr la région Nord. On fait de très beaux projets à Lille et aux environs. On travaille à Rouen, on travaille à Caen, on travaille au Havre pour aller chercher plus de rendement. On travaille dans beaucoup de villes en France, donc ne pas hésiter à nous solliciter. On est aussi présent à Lyon, à Saint-Étienne, à Paris, bien évidemment, et toute la région parisienne. Contactez-nous si vous avez un projet. Donc, comment va se dérouler le webinaire? On le veut interactif avec Hervé. Donc, vous avez des questions, posez-les dans le chat, puis Hervé les prendra et les reformulera. On va parler du marché immobilier à l'horizon 2023, ce qui s'est passé en 2022 et puis ce qui est en train de se passer sur début 2023. On va parler des opportunités à saisir, du financement et puis de la fiscalité, et puis enfin de comment réussir son investissement en 2023. Je vais essayer de vous donner, je ne suis pas là pour faire un webinaire bullshit où on va réfléchir, etc. Ce que je veux, c'est vous donner des insights marchés, mes conseils, pour que vous puissiez avoir une information condensée et surtout une information terrain. C'est du réel, on est sur le terrain, 200 personnes qui toute l'année font que ça. Donc on va aller droit au but. Alors, l'évolution du marché, comment s'est comporté déjà le marché immobilier en France en 2022? On est sur environ 1 130 000 transactions. Donc 1 130 000 transactions, on n'est pas très loin des plus hauts historiques qui étaient l'année d'avant. Tout simplement, on était à 1 200 et quelques mille. On est sur les plus hauts historiques en termes de volume de transactions en France. Donc on est sur un marché très dynamique avec un marché qui a évolué avec des conditions de financement, on va en parler après, qui ont énormément changé entre le début 2022 et la fin 2022. On voit qu'on a des insights qui sont très bonnes en termes économiques, puisque le chômage est très bas. On a un taux d'emploi des cadres qui n'a jamais été aussi élevé. Je crois que sur les cadres, on est à 4% de taux de chômage, donc autant dire le plein emploi. Le taux de chômage global est à 16,4% en France. Il a tendance à augmenter un petit peu début 2023. Donc, on a un marché qui se tient très bien en termes économiques et on a un marché où on a des acheteurs qui sont encore supérieurs aux vendeurs en 2022. Ça se rééquilibre un petit peu sur fin 2022 et début 2023. On va en parler. Ce qu'il faut retenir de 2022, c'est une année parmi les plus hautes en termes de volume de transactions immobilières, avec un marché immobilier globalement en hausse, des prix d'immobilier en hausse, même si Paris a commencé à légèrement baisser, puisqu'on parle d'une baisse de 2 à 3%. Ce n'est pas majeur, hein. Pour moi, c'est plus une consolidation à plat, mais on a des petits signaux d'essoufflement, en tout cas dans la hausse du marché parisien. La demande, donc l'indicateur de tension immobilière, c'est quoi? C'est le ratio entre vendeurs et acheteurs. Donc on a 1,16 acheteurs pour un vendeur à Strasbourg. On voit un petit peu le ratio et on voit qu'on a des marchés qui vont se normaliser, notamment à Lyon, où les choses se rééquilibrent. À Lyon, les prix avaient explosé, ils avaient énormément monté sur les 10 dernières années. On avait une hausse entre 40 et 50% des prix à Lyon. On était un peu en surchauffe. Nous, on le voyait, on avait des prix parfois lyonnais où on se rendait compte qu'en fait, on était quasiment sur des prix parisiens, avec des loyers derrière qui n'étaient pas du tout les loyers parisiens, qui étaient bien inférieurs. J'adore la ville de Lyon, hein. Moi, c'est ma région de base. Donc, c'est une ville qui est très belle, qui a taille humaine. Franchement, c'est génial. Il y a une très belle économie. On parle de la deuxième région de France, la région Rhône-Alpes, en termes d'économie. Il n'empêche que Lyon n'est pas Paris en termes économiques, n'est pas Paris en termes de pression immobilière. Et donc, on se demandait pourquoi la hausse était si fulgurante à Lyon. On voyait des signes de surchauffe. Et là, aujourd'hui, on voit que ça se calme et qu'on a même des négociations les acheteurs ont repris le pouvoir clairement à Lyon, par exemple. Et on peut faire des négociations plus élevées quand on est sur des prix actuels de marché. Parlons maintenant, on a parlé de la tension et du volume de transactions sur 2022, parlons de ce qui s'est passé en termes de taux. Alors là, ce n'est pas d'actualité, là c'est le taux d'usure sur octobre, donc c'était le dernier. Depuis, il est monté à 3,57 début janvier. Je voulais mettre à jour la presse, puis il y a eu un petit couac. Donc aujourd'hui, on est sur un taux d'usure, donc le taux que les banques n'ont pas le droit de dépasser pour du crédit particulier sur 20 ans.
Alors, dites-moi si ce n'est pas clair dans le chat, je sais que je parle vite, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. En gros, les banques n'ont pas le droit de vous prêter à un taux qui dépasserait, tout inclus, TAEG, donc taux plus assurance plus frais de dossier, 3,57% sur 20 ans, sur une durée de 20 ans. Ce qui veut dire que si la banque voit que vous avez un dossier compliqué, un dossier à risque, et qu'elle veut vous prêter, elle est OK pour vous prêter, mais elle dit pour que je gagne ma vie en tant que banque avec mon pilotage du risque, il faudrait que je vous prête à 4% sur 20 ans, même si elle veut le faire, et même si vous êtes d'accord pour signer à 4%, vous ne pouvez pas le faire, elle n'a pas le droit, c'est illégal, c'est un taux usurier, en tout cas, c'est ce que dit la Banque de France. On voit que ce taux d'usure, donc il était rehaussé à 3,57. Aujourd'hui, on emprunte en France entre 3, à peu près autour de 3% sur 20 ans. Un expat va être à 3,20 hors assurance, donc on finit dans les 3,50 TAEG. Donc on est en dessous du taux d'usure. De toute façon, on est obligé. Et quand on fait des crédits et qu'on les monte en professionnel, on peut dépasser, puisque là, on n'est pas lié par le taux d'usure. On voit que en professionnel, ça peut dépasser les 4% aujourd'hui sur 20 ans. Ça, c'est les taux actuels en janvier, après échange avec mes différents partenaires qui financent des non-résidents. Je parle pour des non-résidents, bien évidemment. Le taux d'inflation, en réalité, il est pipé, puisqu'on parle de 6,2 en octobre. En fait, on est à 5,9 de taux d'inflation délivré par l'INSEE en décembre 2022, le dernier taux d'inflation connu. Ce taux d'inflation, bien évidemment, il est biaisé. On est plutôt en réalité autour de 10% en inflation réelle, un peu en dessous, parce que on va sponsoriser l'énergie notamment par le biais de boucliers tarifaires. On protège la hausse sur l'énergie et c'est ce qui fait qu'en vérité, on complète par des impôts, on complète par de l'argent public, on paye les factures finalement des particuliers en partie avec de l'argent public, ce qui fait que si on ne le faisait pas, l'inflation serait nettement plus élevée. En tout cas, on voit qu'on est encore sur une inflation qui est forte et je vous en parle parce que en vérité, quand on emprunte à taux fixe, puisque les taux d'emprunt sont fixes en France pour la plupart, même si on a un petit retour du taux variable, eh bien on se rend compte qu'on va s'enrichir puisque la mensualité ne va pas bouger pendant les 20 prochaines années. Si j'ai 500 euros de mensualité, je payerai 500 euros par mois toute l'année. Et dans 10 ans, ça sera encore 500 euros par mois. Alors que tout augmente. Les salaires augmentent, le coût des matériaux augmente, les loyers augmentent. On pourra en reparler. Et donc, mon loyer, si je suis à 500 euros de mensualité, 500 euros de loyer aujourd'hui, ça se trouve dans 5 ans, mon loyer, il va être à 550 euros et j'aurai toujours un crédit à 500 euros. Et donc, ça va être plus facile de le rembourser. C'est ce qui fait qu'en fait, quand on emprunte à taux fixe sur des taux bas, et à 3%, on est toujours très bas, eh bien, on va s'enrichir grâce à l'effet de l'inflation en investissant dans l'immobilier. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour d'autres générations d'investisseurs, la génération par exemple de mes parents, quand on empruntait, alors je ne sais pas, dites-nous dans le chat si vous avez connu ces années-là, mais il y a eu des années de très très forte inflation dans les années 80 jusqu'à les années 90, où les taux d'emprunt étaient très élevés, mais où en fait en réalité tout augmentait très vite, y compris les salaires, ce qui fait qu'on se retrouvait à rembourser très facilement ces emprunts à cette période-là. Je balaye un peu les différents sujets. Je ne regarde pas les questions en toute franchise. Donc, Hervé, je te laisse peut-être les prendre si on a des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Je pense que les gens t'écoutent et on fera un petit rappel quand tu auras terminé ton exposé pour les questions. Donc, on me pose des questions sur la Bretagne. La Bretagne, ça va dépendre de la Bretagne, Eric. Précisez un petit peu le fond de votre question, puis je vous répondrai avec plaisir sur la Bretagne. Je crois que tu demandais si vous étiez présent en Bretagne, Manuel. Ah si, on est présent en Bretagne, on fait des projets à Brest, on fait des projets à Vannes, on a une très très bonne équipe sur place et franchement on fait des super projets, donc ne pas hésiter à nous contacter pour la Bretagne également. Donc on a quelque chose d'autre qui a changé, on a une loi qui a été mise à jour, j'ai été interviewé par les Échos, le Figaro, etc. pendant les vacances de Noël, puisque au 1er janvier de l'année, on a eu des changements justement liés aux passoires thermiques et donc ils m'ont posé des questions et je vais essayer de vous livrer un petit peu mon analyse par rapport à ça. La logique de tout ça, c'est quoi? Vous savez qu'en France, on est un pays qui est très à l'écoute de l'écologie, comme d'autres pays dans le monde. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui pollue? Qu'est-ce qui va consommer plus d'énergie? Qu'est-ce qui va rejeter du gaz à effet de serre? Et sur quel levier on peut agir pour avoir une approche environnementale et durable peut-être plus forte? On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs choses. Il peut y avoir la consommation des véhicules, la consommation des avions, la consommation des industries et bien évidemment la consommation des logements qui est loin d'être neutre. Ça représente une part importante des rejets de gaz à effet de serre. Et donc, on s'est dit, comment on va agir, sur quel levier on va agir pour que les bâtiments, finalement, soient mieux isolés et consomment moins. Donc, ça part d'une bonne intention. On s'est dit qu'on allait, les politiques se sont dit qu'ils allaient mettre en place de l'incitation et puis des sanctions, en tout cas des règles, des interdictions en l'occurrence. Et donc, on a changé le système de calcul du DPE il y a environ 2 ans.
Et au 1er janvier 2023, on a des premiers logements qui ont été exclus de la location. Ce qui veut dire que si vous avez un logement qui est classé G, mais ce n'est pas la lettre qui compte aujourd'hui, c'est qui dépasse 450 kWh au mètre carré de consommation, c'est un peu complexe, sur le diagnostic de performance énergétique, eh bien, vous avez l'interdiction de le louer en l'état. Quand on dit l'interdiction de le louer, si vous avez déjà un locataire en place, on ne va pas vous demander de le mettre dehors, évidemment, ni de faire des travaux aujourd'hui. On va vous demander, quand vous allez vouloir le relouer, de faire les travaux nécessaires pour avoir une consommation plus basse, plus de confort pour le locataire, moins de pollution. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir le remettre en location. C'est ce qu'on appelle les passoires thermiques, les logements qui consomment beaucoup, consomment trop selon la grille. Et donc, ces passoires thermiques, on a un agenda qui fait qu'on n'a plus le droit, à partir du 1er janvier, de louer les pires passoires thermiques, celles qui consomment le plus, et qu'en fonction de l'agenda, petit à petit, au fur et à mesure des années, on va avoir des logements qui vont être exclus de la location, en tout cas qui vont nécessiter des travaux de rénovation. En quoi c'est une opportunité, les passoires thermiques? C'est une opportunité pour vous qui voulez investir parce que ça va être un levier de négociation. Des propriétaires aujourd'hui doivent absolument faire des travaux, sinon ils ne peuvent plus le louer. Certains n'ont pas l'envie de faire des travaux, certains n'ont pas les moyens, c'est triste, mais de faire les travaux. Et donc, certains vont se dire, c'est trop compliqué, j'ai pas envie d'investir dans ce logement, je le revends. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé sur le marché avec un certain nombre de logements dits de passoires thermiques, c'est des logements comme les autres, sauf qu'ils sont peut-être moins bien isolés, rien d'incroyable. Il faut quand même se dire que ces logements-là, il y a 2 ans, il n'y avait aucun sujet. Tout le monde les louait, tout allait bien, et que là, par le changement de réglementation, on dit « ils sont horribles, c'est des passoires thermiques », c'est un mot qui est un peu un mot épouvantail. En vérité, on peut très bien vivre dans ce qu'ils appellent aujourd'hui une passoire thermique. C'est pas du tout un problème. C'est des critères qui parfois changent d'une ville, selon la situation géographique en France. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'investisseur, vous allez pouvoir saisir ces opportunités, utiliser le fait que les classements sont mauvais pour négocier les prix. Et dans l'enveloppe travaux, c'est ce qu'on fait pour nos clients, prévoir bien évidemment une remise à niveau pour que le logement, une fois que les travaux sont réalisés, ne soit plus une passoire thermique. Je dis toujours qu'une passoire thermique, ce n'est pas une fatalité. C'est un état de votre bien, un état temporaire. Le jour où vous faites les travaux, que vous changez les fenêtres par du double vitrage, que vous isolez les murs déperditifs, c'est pas vous qui allez le faire, c'est l'artisan, que vous installez une VMCI gros B, que vous isolez, si vous êtes en dernier étage, les combles, le plancher si vous êtes en rez-de-chaussée, vous n'êtes plus dans une passoire thermique. Voilà. Vous avez un logement que vous avez acheté potentiellement à un prix décoté du fait de la négociation parce que c'était une passoire thermique, et vous avez réalisé des travaux de rénovation que, en plus, vous avez financé au sein de l'enveloppe de votre projet global que vous avez emprunté, et vous vous retrouvez avec un logement rénové, refait à neuf, qui n'est plus une passoire thermique, donc qui vaut plus sur le marché. Et en ça, c'est une opportunité parce que ça apporte des biens sur le marché sur lesquels on a plus de pouvoir avec nos chasseurs immobiliers de négociation. Voilà, globalement, si vous avez d'autres questions sur les passoires thermiques, vous pouvez les poser, mais en résumé, c'est ça. Donc, il y a un changement par rapport à ça, mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Si vous avez déjà des logements et que vous êtes concerné par ça, vous pouvez aussi nous contacter. On a une filiale qui fait que, et qui est détenue à 100%, une filiale du groupe, qui ne fait que de la rénovation d'intérieur, et on traite régulièrement des logements pour le compte de clients, des logements qui sont déjà détenus, et ça se passe très bien. Alors, les opportunités à saisir. Quand on veut investir dans l'immobilier en France, la question, c'est toujours la même. C'est est-ce que je vais dans une ville très patrimoniale, par exemple à Paris, où j'aurai des rendements locatifs peut-être plus faibles, mais plus d'acheteurs, plus de liquidités, une tension locative plus forte, donc un logement qui va se louer très facilement, se revendre très facilement, et où je peux espérer une hausse de prix sur du long terme parce que je suis dans une zone patrimoniale, ou est-ce que je vais aller peut-être dans une plus petite ville, où j'aurai quand même de la demande locative, parce que quand on vous accompagne dans une ville chez Investissement Locatif, on a vérifié, on travaille dans cette ville, on fait de la location là-bas, on gère des biens, donc ça va se louer. Mais on est dans une ville où potentiellement, c'est moins sexy en termes d'économie. Quand on est par exemple à Rouen, qui est une super ville, ou à Caen, qui est une super ville aussi, on va avoir quand même, c'est pas Paris, il y a peut-être moins d'attractivité, et encore, ça dépend des villes, mais moins d'attractivité en termes touristiques, moins de touristes, moins de grandes entreprises, un petit peu moins de tension locative selon les villes. Mais en contrepartie, on va avoir en général des prix d'achat moins élevés, donc des rendements locatifs qui vont être plus élevés. Ça, c'est un arbitrage. C'est un arbitrage qu'on fait ensemble lors du rendez-vous avec le lien que je vous ai mis dans le chat. Donc, on va ensemble regarder quels sont vos projets, quel est l'équilibre financier de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire quel est le montant de votre apport. Est-ce que c'est plutôt un placement parce que vous avez eu un héritage
où vous avez eu une prime très élevée, on a des clients parfois traders, et vous souhaitez placer dans une zone patrimoniale, ou est-ce que c'est vraiment du développement de patrimoine, et à ce moment-là, vous souhaitez limiter plus votre apport et trouver un rendement locatif plus élevé pour que l'opération soit équilibrée ou même à cash flow positif. Donc, c'est-à-dire que le loyer couvre et même peut-être dépasse votre mensualité de crédit. Et dans ces cas-là, on va aller plus dans des zones tout en vérifiant l'attractivité, proximité des transports, bassin étudiant, bassin d'emploi, bien évidemment, mais des zones où on sera dans des zones, peut-être des villes un petit peu plus petites, ou peut-être en périphérie de ces villes ou en périphérie des grandes villes pour aller chercher plus de rendement. Il y a un arbitrage à faire. Il n'y a pas une bonne réponse. Des fois, on me dit, Manuel, où est-ce qu'il faut investir? Ça va dépendre. La bonne réponse, c'est parfois Paris pour certains clients. Et parfois, ça va être d'aller à Saint-Étienne, dans le centre de Saint-Étienne. Donc, on va être très conservateur, ou à Havre, ou à Caen, ou à Marseille, ou à Nice. Ça va dépendre de l'arbitrage entre patrimoine et rendement, de ce que vous souhaitez faire pour le développement de votre patrimoine. Et on est aussi là pour vous conseiller en fonction de vos critères à vous. Quelques petits exemples. On parle par exemple de Nancy, une ville où on travaille très bien. Donc, on a de la tension immobilière, on a des taux de rendement qui sont élevés, parmi les plus élevés dans les villes où on accompagne. Une ville, voilà, je vous ai mis, je vous repartagerai de toute façon la présentation pour que vous puissiez réaccéder à ces infos. On a à chaque fois des quartiers à privilégier puis des quartiers à éviter. Et ça, c'est le savoir-faire local. Hein. C'est marrant parce que j'étais interviewé par, je crois que c'est Challenge ou Investir, un journal qui m'a appelé pour me poser des questions sur Metz juste avant les fêtes de Noël. Et en fait, moi, je connais pas personnellement toutes les villes de France, évidemment. Je peux pas, quelqu'un qui vous dit je suis spécialiste de chaque ville en France, c'est un menteur. Je ne suis pas spécialiste de Metz. En revanche, à Metz, j'ai une super équipe, des gens qui sont nés dans la région, qui ont investi dans la région, qui accompagnent nos clients dans la région, qui connaissent chaque rue. Et dans chaque ville, on a des quartiers où il faut aller, des quartiers à éviter, des quartiers montants, des quartiers peut-être déjà valorisés, patrimoniaux. Et encore une fois qu'on a défini la ville, avec vous, on va arbitrer en fonction de votre stratégie selon les quartiers au sein de la ville. Petit exemple de projet réalisé à Nancy, un T3, donc avec 2 chambres, 46 mètres carrés, donc c'est un petit T3 optimisé. Budget total, achat, travaux, ameublement, frais de notaire, honoraires, donc tout inclus, toute la dépense incluse de notre client, 162 000 euros, donc frais inclus. Revenu locatif mensuel, 11 800 euros, donc ça c'est les loyers encaissés, donc presque 1 000 euros par mois. Et donc une rentabilité brute de 7%, un peu plus de 7%. Le projet après rénovation, les photos voilà, de ce qu'on livre hein, dans ce cas-là. Donc c'est un projet qui est livré rénové, donc on a tout refait, plomberie, électricité, sol, peinture, restructuration, rénovation énergétique si nécessaire, cuisine, salle de bain, tout, la totale, et également l'ameublement, décoration, tout ça réalisé clé en main par nos architectes d'intérieur. Vous pouvez le faire même depuis l'autre bout du monde. On a des clients jusqu'en Nouvelle-Zélande, vraiment avec des gros décalages horaires. Exemple de Saint-Étienne que j'ai mis ici. Donc pareil, petite analyse de la ville. Je vous laisserai peut-être revoir tout ça lors de, pas dans le replay, mais on va vous envoyer la présentation après le webinaire. Un exemple, un T4. Donc là, on a un petit peu plus de surface pour un budget équivalent, puisque les prix à Saint-Étienne sont moins élevés à l'achat et on a une rentabilité un peu supérieure. On est sur une colocation, 168 000 euros tout inclus, achat, travaux, ameublement, frais de notaire, honoraires, etc., et immobilier. Et on finit sur 168 000 euros pour un loyer de 13 500 euros annuel, donc ce qui fait une rentabilité d'un peu plus de 8%. Donc là, on est au-delà de l'autofinancement. Surtout que si vous êtes non-résident, les banques vont vous demander de l'apport au minimum, on pourra parler après dans le financement, mais au minimum entre 30 et 35% d'argent mobilisé dans le projet, pas forcément en apport, mais en tout cas de pouvoir mobiliser ce montant-là. Après rénovation, le projet donne ça. Est-ce que déjà il y a des questions avant de poursuivre, parce que je parle beaucoup, Hervé, dis-moi s'il y a des questions. Écoute, pour l'instant, on n'a pas de questions. On a une remarque de Jean-Marc qui dit pour l'instant, les propriétaires de passoires thermiques ne semblent pas adapter leur prix. Alors, je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus ou si tu veux en parler après. Ouais, alors ce qui est vrai, c'est que les taux montent, et les prix tiennent, les prix résistent, les prix sont globalement stables. On a quelques petits endroits où on voit des frémissements, où on a des marges de négo un peu plus élevées, mais je suis d'accord avec Jean-Marc, les prix résistent. Et c'est intéressant de voir que je parlais avec des amis sur le marché des États-Unis. Nous, on n'intervient pas, on ne fait pas investir aux US, mais aux US, vous le savez peut-être si vous êtes expat, les taux sont beaucoup plus élevés qu'en France. Nous, on parle de 3%, eux sont à plus de 7%. Sur la durée classique qui est de 30 ans aux US. Et avec cette hausse de 3 à 7%,
Même comme ça, les prix résistent aujourd'hui aux US, les volumes ont baissé comme en France, mais les propriétaires, pour l'instant en tout cas, je n'ai pas de boule de cristal, mais maintiennent leur prix. Et on voit que on a moins de volume de transactions, mais qu'on a quand même des transactions sur ces niveaux-là. Voilà. Donc pour l'instant, effectivement, les prix résistent. Après, Jean-Marc, c'est de la négociation et il s'agit de négocier puis de trouver le bien intéressant. Et on peut peut-être vous aider dans ce projet-là. On a des chasseurs qui sont là pour négocier pour vous. Lille, tension immobilière, Lille, c'est une zone que moi j'aime beaucoup. Taux de rentabilité net moyen, donc c'est pas sur l'île même, mais plutôt sur la région. Nous, on est capable de faire des choses sur la région lilloise. À Lille, en général, c'est très patrimonial. Hein. Lille est devenue chère. Donc, au centre de Lille, je parle même pas du vieux Lille, mais les prix ont beaucoup monté. Les loyers sont plus faibles, donc on a des rendements qui se sont tassés. En revanche, on est capable de sortir de Lille et d'aller faire des projets en périphérie de Lille en vérifiant toujours la même chose, hein, qu'on est à proximité des transports, qu'on a une vraie demande, qu'on n'est évidemment pas dans un ghetto. On ne va pas vous emmener dans les cités de Roubaix. Mais en revanche, on peut vous emmener dans les bons quartiers de Roubaix qui sont à côté des transports et où moi-même j'investis. Je fais investir ma sœur à Tourcoing sur un petit immeuble de rapport à 350 000 euros pour 4 logements et ça se loue très bien et on est à 7, 7,5 de rendement. Exemple d'un projet à Lille, 18 mètres carrés. Donc là, on est dans Lille, 6,3% de rendement, projet à 110 000 euros tout inclus environ. 6 700 euros de revenus locatifs. Et là, on voit des photos du bien après rénovation. Vous voyez, on essaie toujours de mettre des grandes télés, d'apporter plus de confort, toujours une machine à laver, une belle décoration. Donc c'est moderne, ça plaît à tout le monde. Et on rénove. Pourquoi? Pour pouvoir vous permettre d'avoir un logement qui est loué tout le temps, parce qu'il est mieux que les autres logements sur le marché. Et aussi pour pouvoir avoir des prix et des loyers qui sont plus élevés qu'un logement tout simplement qui ne serait pas rénové. On va passer maintenant au financement et à la fiscalité. Petit schéma sur le LMNP, un statut simple et avantageux. Donc là, la logique, c'est quoi? C'est qu'on va parler fiscalité. Vous êtes investisseur, vous allez acheter un bien immobilier que vous allez mettre en gestion en général. Vous pouvez aussi le gérer vous-même. Il va être loué à des locataires. Tout ce que je dis est assez, peut-être vous semble évident. Hein. Le locataire final va payer son loyer et avec le loyer, vous allez rembourser votre crédit. Le but étant d'avoir le moins de fiscalité possible pour pas que l'État vous prenne un impôt sur les revenus locatifs encaissés. Et si vous faites ça, vous allez faire ce que j'ai fait, à titre perso. Il n'y a pas besoin, je dis souvent. Parfois, on a des clients qui ont fait des très grandes études. On a des médecins spécialistes. J'ai beaucoup de respect pour ça. Radiologues, anesthésistes, on en a beaucoup. Et ils sont très, très intelligents. Beaucoup plus que moi. En tout cas, une intelligence aussi scolaire, scientifique, etc. Et je leur dis, mais ils essaient de couper les cheveux en 15. Et je leur dis, mais l'immobilier, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour réussir dans l'immobilier. En revanche, il y a besoin de comprendre le mécanisme que je vous explique aujourd'hui, comprendre que ça marche, le valider sur un premier projet, et ensuite être capable d'implémenter et de dérouler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parmi les points hyper importants, c'est les frictions que vous allez avoir tout au long du projet. Une des frictions, et la plus élevée, c'est bien évidemment la fiscalité. Si vous louez en location nue, retenez simplement ça, je vais droit au but et je schématise, vous allez avoir un impôt sur le revenu locatif qui va être très important, pour plein de raisons. Si vous louez en location meublée, vous allez être dans un autre régime qu'on va appeler le LMNP ou LMP, loueur meublé non professionnel, et si vous passez un statut, loueur meublé professionnel. Et si vous êtes dans ce statut-là, vous allez amortir le bien, amortir les travaux, amortir les meubles, passer des choses en déficit, et vous ne payerez pas d'impôt sur les revenus locatifs pendant une dizaine d'années. Et après, ça va augmenter petit à petit. Je schématise, on n'a pas énormément de temps. J'ai des vidéos sur YouTube qui ont fait des centaines de milliers de vues où je rentre dans tous les détails techniques. Vous pouvez les regarder si vous voulez. Vous tapez Manuel Ravier investissement locatif sur YouTube et vous trouverez. Mais la logique, elle est là, c'est louer en meublé. Le financement, est-ce que j'aborde le financement ici? Non, je vais en parler juste après. Alors, le financement, je vous en parlais ici. Donc, pour les non-résidents, je suis un peu rentré dans le détail tout à l'heure. Je vous ai dit 35% d'argent à mobiliser. Ce que demandent les banques aujourd'hui, donc les conditions, on les a compris, 3,20 globalement sur 20 ans à taux fixe, plus assurance. Sachant que si demain les taux baissent, vous pourrez renégocier, hein, c'est ce qui se passe à chaque fois que les taux baissent, vous pourrez renégocier votre crédit. Mais bon, 3,20 sur 20 ans, c'est déjà un très bon taux par rapport à tous les autres pays. Et ensuite, donc taux fixe, ça c'est hyper intéressant aussi. Ensuite, les banques vont vous dire, je veux que vous puissiez me ramener de la contrepartie en tant que non-résident. En règle générale, ce qu'on constate, c'est qu'elles vont vous demander 15% d'apport. Si un projet à 200 000, elles vont vous demander 30 000 euros d'apport. Et elles vont aussi vous demander à côté d'apporter en placement environ 20% de la somme. Donc sur 200 000 euros, 40 000 euros. Ces 40 000 euros, vous allez les investir dans par exemple, une assurance vie et vous allez acheter ce que vous voulez avec, des actions de ce que vous voulez. Vous allez faire vos placements financiers plutôt que de les faire sur votre compte bourse
ou dans une assurance vie chez une autre banque, vous allez les mettre dans cette banque-là. Et la banque va prendre un nantissement dessus. Elle va dire, cet argent que j'ai chez moi, enfin, qui est le vôtre, hein, mais qui est sur une assurance vie, c'est 20%, par exemple 40 000 euros. Vous n'avez pas le droit de les retirer pendant une certaine durée, qui peut aller jusqu'à la durée du prêt ou jusqu'à ce que vous revendiez le bien. Pourquoi? Parce que si vous arrêtez de rembourser votre prêt, je vais avoir le droit de saisir cet argent, cette assurance vie, pour me payer, moi, banque, et pour limiter mon risque. Voilà. Donc, c'est ce qu'on constate. 15% à 20% d'apport, c'est des grandes masses. Après, ça se négocie avec la banque, et environ 20% de placements qui vont être nantis. Alors, ce que je dis toujours, c'est, bon, ça serait mieux de ne pas avoir à apporter ce placement nanti, mais en vérité, si vous faites déjà de l'investissement à travers la bourse ou à travers des assurances vie, il suffit de rapatrier le placement, ça ne change rien. Vous n'allez pas payer plus de frais que dans votre banque actuelle, en règle générale. Simplement, la banque, elle est contente parce qu'elle a un petit peu des frais là-dessus, plutôt que ce soit dans une autre banque. Et donc, elle gagne sa vie, elle accepte de vous prêter en échange de gagner sa vie sur ce placement financier. Et puis, elle va se garantir sur le nantissement si vous ne remboursez pas votre crédit, tout simplement. J'avance. Vas-y, vas-y. Réussir son investissement en 2023. L'objectif, c'est quoi? On est sur un marché qui est globalement en permanente hausse. Donc là, la hausse a continué sur 2022, hausse des prix, sauf dans certains marchés. On a vu qu'à Lyon, on commence à marquer le pas, à avoir des légères baisses. C'est le cas également à Paris. Paris est à suivre parce que moi, Paris, c'est une ville déjà où je vis, où j'ai investi, où je n'ai pas vendu. J'ai investi il y a quelques années. J'ai vu ce qui se passait sur le marché et je n'ai pas voulu vendre parce que pour moi, Paris reste une capitale européenne et mondiale. On voit qu'on a un retour des acheteurs étrangers également qui tirent le prix, qui tirent le marché, notamment les Américains. On voit que c'est une capitale touristique. Enfin, je ne vais pas vous faire l'article de Paris. Paris, c'est une économie forte. C'est la première région de France. C'est le premier centre d'affaires d'Europe avec la défense. Pour moi, il y a des atouts. Donc, je conserve mon immobilier à Paris. Et pour moi, ça reste une valeur sûre. Et même si on me dit, attention, Paris baisse de 2-3%, baisse de quoi de 2-3%? Quand on voit les hausses sur les 10 dernières années, pour moi, c'est un petit ajustement. C'est une consolidation à plat. Il n'y a pas de réelle baisse. Et ça reste une valeur sûre. En revanche, si vous démarrez, et je l'ai dit tout à l'heure dans la construction de votre patrimoine, si vous voulez plus de rendement, clairement, je ne vous conseillerais pas le marché parisien. Je vous conseillerais d'aller dans des villes peut-être de taille moyenne, où on peut vous faire de très très bons rendements. On a Marseille, qui est une ville en plus en expansion, toujours avec des hausses de prix. On a Nice sur la Côte d'Azur, où il y a également un tissu économique où on fait de très belles opérations. On travaille aussi Montpellier, qui est une super ville. Caen, Le Havre, on est à Vannes, je l'ai dit, Vannes, j'adore. Voilà, donc il y a beaucoup de villes en France où on peut faire des beaux projets si on va aux bons endroits dans les villes et on peut avoir plus de rendement qu'à Paris. Donc ça va vraiment dépendre, encore une fois, de votre stratégie. L'idée, c'est toujours la même, c'est de cibler un marché en essayant de trouver des affaires décotées, souvent avec travaux, puisque beaucoup de gens ne veulent pas faire de travaux, donc vous allez acheter moins cher parce qu'il y a des travaux. Et vous allez, dès le début, emprunter pour ces travaux, et ce qui va vous permettre déjà d'emprunter le budget travaux sur 20 ans, d'avoir un bien qui va être aux dernières normes du DPE, puisqu'on va le remettre à niveau, on va refaire la plomberie, les lecs, donc vous allez repartir sur un bien sur lequel vous n'aurez plus de travaux pendant des années, sauf peut-être un coup de peinture à horizon 5 à 10 ans, parce que quand on loue, je le dis quand même, le logement, oui, il s'use. Parfois, j'ai des clients qui me disent, Manuel, mais t'imagines, il y a 7 ans, j'ai fait ce projet, il y a des traces sur les murs de la part des locataires, ils ont vécu dedans. Oui, ils ont vécu dedans. C'est aussi le cas dans mes logements. Et il faut l'accepter. On a notre bijou, on va vous livrer un bijou rénové tout neuf, mais ça reste un produit d'investissement dans lequel les gens vont vivre. Et il faudra peut-être remettre un coup de peinture à horizon 5 ans, 10 ans. Ça va dépendre des différentes locations. C'est pas grave. Ça rentre dans le calcul, mais néanmoins, vous allez être tranquille sur la plomberie, sur l'électricité, parce que tout a été refait par rapport à si vous achetez un bien que vous ne refaites pas aujourd'hui. Ce que j'ai mis, c'est que l'inflation, c'est une opportunité. Aujourd'hui, on voit que le gouvernement a plafonné les hausses de loyer, puisque les loyers sont révisés tous les ans. C'est contractuel par le biais de l'indice IRL. IRL, indice de référence des loyers, oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est un panier calculé, je cherchais le truc parce qu'on parle toujours d'IRL dans l'immobilier. Et le gouvernement a limité à 3,5% la hausse des loyers. Parce que justement, sinon, ça aurait été plus. Ce qui veut bien dire que vous avez un taux fixe et une mensualité fixe à 500 euros par mois. Vous avez un loyer année 1 à 500 euros par mois. Année 2, votre loyer est à 500 euros plus 3,5% de 500 euros. C'est plus 500 euros, c'est 515 euros. Année 2, 515 plus 3,5%. Donc, c'est plus 515, c'est 535 euros. Voilà, et ça va augmenter petit à petit avec toujours une mensualité fixe. C'est ce qui fait que vous allez vous enrichir grâce, bien évidemment, à l'inflation. En matière d'immobilier, on s'enrichit avec le temps. Donc moi, mon conseil, que vous le fassiez seul ou avec nous, c'est de vraiment vous lancer.
J'y crois, je vous le dis sincèrement. Ce que je vois, c'est que quand on attend pour se lancer, on perd des mois et des années de remboursement de crédit. Chaque mois qui passe, vous encaissez un loyer une fois que l'opération est en place et vous allez avoir ce loyer qui va servir à rembourser une mensualité de crédit. Hop, votre patrimoine a augmenté. Parfois, on me dit, parce que je continue d'investir tout le temps, dès que je peux et dès qu'une banque accepte de me prêter, ça commence à être compliqué. Ça commence à être ça commence à être compliqué les aléas du direct. Ça commence à être compliqué parce que je suis très endetté à titre personnel, mais quand une banque me prête, j'y vais. Et j'y vais, pourquoi? Parce que je sais qu'en vérité, je vais me retrouver à avoir des loyers qui vont rembourser le crédit, même si l'immobilier fluctuait, même si j'avais une baisse de 10% sur un immeuble, c'est 10%, mais je ne vends pas. Je continue de rembourser, ça s'auto-rembourse. Donc je m'enrichis toujours plus que si je ne fais rien. Et je sais très bien que même si ça venait à baisser de 5%, 10% sur les 2-3 ans, ça va remonter après. Ça remonte toujours. Le marché immobilier connaît toujours une croissance continue. Donc pour moi, il faut passer à l'action le plus tôt possible pour commencer tout de suite à mettre en place votre système de remboursement de crédit, d'enrichissement, et vous enrichir grâce à l'amortissement du crédit. La chaîne de valeur pour gagner de l'argent en immobilier est toujours la même. Il faut trouver une bonne affaire. On s'enrichit dès l'achat en achetant une bonne affaire. Ensuite, il faut optimiser pour créer de la valeur, en général avec les travaux. On optimise le plan, on fait des travaux pour remettre à niveau le bien. Le DPE va valoriser aussi votre bien parce que vous aurez un meilleur DPE, vous le revendrez plus cher et mieux. Et ensuite, on va le meubler, décorer pour créer le coup de cœur, soit pour les futurs acheteurs, si vous voulez le revendre un jour, ou pour les futurs locataires. Ça se revend toujours mieux quand on a une belle déco et que les gens se projettent en rentrant dedans. Ensuite, bon, il faut le mettre en location-gestion ou le gérer vous-même. Essayez d'optimiser votre patrimoine en choisissant les bons régimes fiscaux, donc qui vont être le LMNP, donc la location meublée si vous détenez en direct, ou la SCI-LIS. Et ensuite, répétez l'opération une fois que ça tourne et que vous encaissez les loyers le plus possible. On a des clients qui ont acheté avec nous 30, 35 appartements, c'est juste fou, et qui ne pensaient pas le faire au début. Ils l'ont fait une fois, ça a marché. Ils ont fait un appart. Et réellement, des fois, je dis, enfin, j'ose même plus dire combien j'ai d'appartements, parce que les gens me disent, ah, bah, c'est génial pour toi, mais j'y arriverai jamais. Vous n'avez pas besoin d'acheter autant d'appartements que moi. Ce qui compte, et je vous le souhaite sincèrement, c'est que vous achetiez un premier bien en fonction de vos capacités et que ça vous donne envie, dès que ça marchera et que vous allez encaisser les loyers, d'en acheter un second. Et Rome ne s'est pas fait en un jour. J'ai aussi commencé en un appart. Mais après, petit à petit, si vous comprenez le mécanisme et que vous voyez que c'est pas sorcier et que vous vous piquez pour l'immobilier, que vous avez envie, vous allez pouvoir développer, et tout ce que je vous souhaite, un patrimoine de plus en plus gros. Et puis, un patrimoine qui fera la différence. Parce que quand je regarde aujourd'hui, ce que je dis toujours, je ne me sens pas plus riche avec mon immobilier parce que globalement, mes loyers remboursent mes crédits. Globalement, c'est ça dans la grande masse. Mais en revanche, je sais que si j'ai un souci, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais bon, on va pas rentrer dans des trucs perso, mais j'ai perdu quelqu'un de ma famille en fin d'année dernière qui ne devait pas partir à cet âge-là. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'immobilier, c'est aussi une garantie. Moi, je sais que si demain j'ai 2 enfants, il m'arrive quelque chose, les assurances emprunteurs associées au crédit vont rembourser les crédits et que mes enfants auront un patrimoine. Alors, c'est pas du tout ce que je leur souhaite, mais c'est comme si j'avais souscrit pour eux une assurance vie. Parce qu'il y a un mécanisme sur l'assurance associée au crédit immobilier. Si un ou deux des emprunteurs décèdent, eh bien, une partie va être payée, auto-payée du prêt selon ce que vous avez souscrit à l'achat. Donc voilà, vous garantissez les gens que vous aimez, votre conjoint, vos enfants, c'est une sécurité supplémentaire. Et puis je sais que j'ai aussi un patrimoine que j'ai remboursé chaque mois, chaque année, en remboursant mon crédit, et que donc, quand les enfants feront peut-être des études coûteuses, s'ils me disent je voudrais étudier aux États-Unis, ça coûte une fortune, je pourrais peut-être à ce moment-là arbitrer mon patrimoine, vendre un bien ou avoir des loyers qui vont m'aider justement, et c'est tout le sens de pourquoi moi je fais de l'immobilier, pour pouvoir prendre soin de ma famille, et voilà. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus serein par rapport à ça, et c'est tout ce que je vous souhaite avec vos placements immobiliers. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour lancer un projet, je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà. Et puis maintenant, je vais peut-être passer aux questions. Voilà, si vous en avez. Je vous remercie déjà d'avoir bien écouté. Vous avez dit pas d'impôt pendant 10 ans. Qu'est-ce qui change après, Valérie? Peut-être, Hervé, je te laisse prendre les questions. Ouais, écoute, vas-y, commence par la question de Valérie, puis après on va dérouler. Merci les internautes, continuez à poser vos questions. Vous avez le petit onglet « Poser une nouvelle question » en bas à droite. Donc, continuez, puisque maintenant, la présentation vous sera envoyée. Donc, Manuel l'a déroulée. Je pense que maintenant, l'idée, c'est par rapport à vos projets, vos interrogations, que Manuel puisse répondre dans la vingtaine de minutes qui nous restent. Donc, effectivement, Valérie demande, vous avez dit pas d'impôt pendant 10 ans, qu'est-ce qui change après? Faut-il vendre pour acheter un autre bien, ou est-ce que, et la friction des frais de notaire, comment est-ce qu'elle intervient? Alors, c'est une question très, très intéressante, Valérie, puis la façon dont vous la tournez. Alors, comment ça se passe? J'achète un bien en LMNP que je vais amortir. Donc, je vais amortir le bien
Donc là, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en gros, ça veut dire que si mon bien vaut 100, je schématise pour que vous compreniez le mécanisme. C'est exactement ça, mais je ne rentre pas tous les détails. Je le dis, je fais un disclaimer. Ça veut dire concrètement que je vais acheter un bien qui vaut 100 000 euros. Ok, je vais amortir. Alors, je ne vais pas amortir exactement 100 000 euros. Il y a une petite partie du bien qui correspond au terrain. Donc je n'amortis pas. Mettons que j'amortisse 100 000 sur 25 ans. Je fais 100 000 divisé par 25 ans tous les ans. Et je vais amortir 4 000 euros. 100 000 divisé par 25 ans. J'ai simplifié. C'est-à-dire que chaque année, je vais encaisser mes loyers, 8 000 euros de loyer. Je vais enlever tout de suite 4 000 euros d'amortissement lié au bien. OK ? Ensuite, je vais amortir les travaux. Donc, je fais 20 000 euros de travaux. C'est un exemple, sur toujours le même bien. J'amortis les travaux sur 20 ans. Chaque année, 20 000 divisé par 20 ans, je vais enlever 1 000 euros. C'est ça le mécanisme que vous compreniez de l'amortissement. Je vais avoir mes 8 000 euros de loyer encaissés, donc ce que me paye le locataire. J'enlève 4 000 euros d'amortissement lié au bien. J'enlève 1 000 euros d'amortissement lié aux travaux. Je suis donc à 8 000 moins 5 000, il me reste 3 000. Ensuite, je vais amortir les meubles sur 7 ans. Pareil, 7 000 euros de meubles sur 7 ans, j'enlève 1 000 euros par an. Ensuite, je vais passer mes charges de copro, ma taxe foncière, mes intérêts d'emprunt en charge, mon assurance habitation, mes frais de gestion si je suis en gestion, etc., etc. Puis je vais passer mes frais notaires et mes frais d'agence, mes frais d'investissement locatif en déficit. Tout ça fait que j'ai mes 8 000 euros initialement de loyer et fiscalement, je vais finir à 0 euros imposable. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne paye pas d'impôt pendant environ 10 ans. En vérité, c'est pas, ça dépend de plein de paramètres dans l'opération, mais ce qui va se passer au bout de 10 ans, Valérie, c'est que vous allez avoir fini d'amortir vos meubles au bout de 7 ans. Donc, il y a la ligne à 1 000 euros d'amortissement qui va disparaître. Mais vous allez toujours avoir vos charges de copro, vos intérêts d'emprunt, parce que vous avez emprunté sur 20 ans. Vous allez toujours amortir votre bien, puisque c'est sur 25 ans, vous amortir vos travaux, etc. Petit à petit, vous allez amortir un petit peu moins de choses quand les travaux s'arrêtent, etc. Vous allez avoir consommé votre déficit au bout de 10 ans. Donc, vous allez payer votre impôt. Environ, ça va dépendre de votre statut. Si vous êtes non-résident, vous allez payer environ 40% d'impôt. 40% sur le solde, après amortissement, après passage en charge, etc. Donc, vous allez payer 40% de n'importe quoi, de 2 000 euros de loyer imposable après tous vos amortissements. Vous allez payer 1 500 euros. Donc, en fait, ça va monter petit à petit. Maintenant, le simple fait, c'est que si vous avez fait un autre projet pendant ces 10 ans, je dis n'importe quoi, vous avez acheté ce premier bien, vous avez vu cette conférence et vous avez dit, purée, ça marche. Manuel avait raison, finalement, c'est presque trop beau pour être vrai, hein, le loyer rembourse le crédit. C'est l'immobilier, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Donc, je vais en faire un deuxième. Là, vous faites un deuxième projet, eh bien, ça va arriver dans la même poche d'impôt, la même poche LMNP. Et donc, les frais de notaire et les frais d'agence ou les frais d'investissement locatif du second projet vont passer en déficit sur la globalité. L'État va vous imposer en disant j'ai 8 000 euros d'un côté de loyer sur le premier bien, 6 000 sur le deuxième, donc j'ai 14 000 euros de loyer perçu, et il va mutualiser le déficit, mutualiser l'amortissement des deux biens. Je ne sais pas si je suis clair, hein, vous me dites Valérie, ce qui fait qu'en vérité, ça va redécaler. Ça ne sera pas au bout de 10 ans de la première opération, ça vous passez 10 à 12 ou 13 ans, selon ce que vous faites en fait. Et nous, on a acheté pas mal de choses. Au fur et à mesure des années, à chaque fois, on repasse du déficit sur la poche globale, déficit qui se consomme de plus en plus vite, puisqu'on a de plus en plus de loyers cumulés, mais ça décale quand même. Et après, une fois que vous avez consommé, et vous avez raison de le dire, Valérie, n'importe quoi, au bout de 20 ans de détention, vous n'avez plus d'intérêt à amortir, d'intérêt lié au prêt, vous n'avez plus de prêt, vous avez payé votre bien, vous avez amorti vos travaux, vos meubles, voilà, vous avez encore l'amortissement du bien au bout de 20 ans, mais vous n'avez plus que ça. Là, l'État français vous pousse finalement à revendre votre bien, vous avez raison, pour en racheter un nouveau et recommencer à amortir sur un nouveau. En fait, ce que veut pas aujourd'hui l'État français, c'est avoir des rentiers qui ne font plus de travaux. Parce que si vous refaites des travaux, vous allez les réamortir, ces travaux. Donc, vous recréez de la charge intelligente. Vous voyez, si vous changez les meubles, au bout de 10 ans, vous allez réamortir ces nouveaux meubles sur 7 ans. Donc, en fait, l'État français vous pousse à être un investisseur actif et à ne pas être comme on l'était peut-être avant, plus, il y a 20, 25 ans. On achetait un bien, on le mettait en location nue, on faisait aucun travaux et on bougeait jamais, en fait. Et donc, ça, effectivement, si vous faites ça aujourd'hui, vous êtes plus imposé. Donc, ce qu'il faut faire au bout de 15-20 ans, c'est peut-être arbitrer certains biens que vous avez fini de rembourser ou quasiment pour récupérer du cash, refaire de la dette et recommencer à développer votre patrimoine sur peut-être passer d'un projet que vous avez vendu, vous aviez beaucoup remboursé, vous récupérez du cash, à faire 2-3 projets et vous vous enrichirez encore plus vite et vous allez à nouveau limiter votre impôt. Et les frais de notaire, hein, pour répondre à la question, sont certes de 8%, ça paraît beaucoup, mais en vérité, par rapport à l'enrichissement, une fois que vous avez amorti, remboursé, que les prix ont monté sur 10-15 ans,
on n'a pas le choix. Donc, je ne vais pas vous dire que j'ai la solution pour les frais de notaire, mais c'est peanuts. Voilà. Très bien. Allez, une remarque, une question de Jean-Marc qui dit le LMNP, j'ai toujours du mal, est difficile pour un expat qui ne peut pas revenir souvent en France. Il prend l'exemple de changer, d'actualiser les meubles, de voir le locataire. Il dit c'est difficile quand on passe par un gestionnaire. Alors, tu as justement cette expérience manuelle. Qu'en penses-tu et qu'est-ce que tu réponds à Jean-Marc sur ce plan-là? Bah non, si on passe par un gestionnaire, il est censé gérer. Alors, je dis pas qu'il faut pas valider des choses de temps en temps, hein. Vous restez décisionnaire, ça reste votre bien. On gère, nous, 1500 appartements. La gestion, c'est toujours frustrant, en toute franchise comme activité, parce que c'est une activité où on peut pas venir avec des bonnes nouvelles. Si on vient, c'est parce qu'il y a un toilette bouché, il s'est passé quelque chose, c'est l'immobilier. Voilà, bon, nous, on met des garanties loyer impayé, donc le coût du loyer impayé, vous êtes garanti, donc il n'y a pas de ce problème-là. Et je vous conseille vraiment de l'apprendre. Mais Jean-Marc, non, si vous déléguez, vous vous reposez au maximum sur le gestionnaire et je vous conseille de le faire. Ça n'a pas de sens pour moi. L'immobilier doit être quelque chose de passif, vu comme un placement. Et le but, c'est que vous vous impliquiez le moins possible, à mon sens, sauf si vous aimez gérer des biens. J'ai quelques clients qui aiment ça. Bon, ben voilà, ils le font, hein, et très bien si ça leur plaît. Mais, euh, mais voilà. Donc non, non, si vous déléguez, sinon c'est qu'il faut changer d'agence, en sachant que oui, la gestion, c'est pas un métier évident. Je vais peut-être juste répondre à Julien sur Oui, bien une sûr. autre question sur combien d'allers-retours à prévoir pour l'achat et la gestion du bien. On est capable, Julien, de tout faire à distance. Je l'ai dit, on a des clients qui sont à l'autre bout du monde avec des procurations. Donc soit vous voulez venir voir le bien et on sera très heureux de vous le faire visiter, de vous montrer le quartier, de tout vous montrer, soit on le fait avec tous les moyens modernes, hein. Les chasseurs utilisent évidemment WhatsApp, on vous montrera tout, des vidéos de l'intérieur, on peut vous faire du live, on peut tout faire. Vous voyez bien évidemment le quartier sur Google Maps, vous avez toutes les infos. Et donc, vous pouvez, et on a beaucoup de clients qui se déplacent jamais. Donc, on n'est même pas obligé de se déplacer. Ça peut paraître bizarre, hein. Moi, au tout début de l'activité, en toute franchise, ça m'a choqué de voir des clients acheter sans jamais se déplacer. Mais c'est la réalité. Et dans ce cas-là, il faut simplement bien vérifier le quartier, échanger avec le chasseur, demander une visio, et on est capable de tout faire à distance. Le notaire peut aussi tout faire à distance avec des procurations. L'avantage en France par rapport à d'autres pays du monde, c'est qu'on a l'acte notarié qui passe par les notaires qui vous sécurisent sur l'achat. Le notaire vérifie aussi tout pour vous. Vous êtes vraiment propriétaire d'un bien. Je prends l'exemple de la Grèce, où on me disait, je connais pas ce pays au-delà des vacances, qui est un super pays, mais on me disait qu'en gros, si 3 personnes disent que tu n'es pas propriétaire, tu n'es pas propriétaire. Et tu n'as pas de notaire qui va te sécuriser, tu vois. En revanche, en France, on est garanti, on a le titre de propriété et c'est très sécurisant. Donc, on peut tout à fait tout faire à distance. Très bien. Allez, je te pose une question. Enfin, je lis une remarque de Sophie et ça va induire une thématique et une question. Sophie dit on s'enrichit dans les villes où les loyers et puis ils deviennent encadrés en fait. Donc du coup, ce qui est de plus en plus le cas. Donc sur le sujet de l'encadrement des loyers, quel est ton avis, Emmanuel? Est-ce que c'est un frein? Ouais, alors il y a plein de normes, hein. C'est de plus en plus compliqué. Il y a l'investissement immobilier, il y a ça, il y a le permis de louer dans de plus en plus de villes où il faut que le logement soit décent, il faut le faire vérifier, etc. Donc oui, il y a de plus en plus de normes, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est aussi pour ça qu'on a plus de valeur ajoutée peut-être aussi par rapport au fait que vous fassiez les choses seul. Euh, L'encadrement des loyers, on arrive à trouver des solutions. On va rajouter ce qu'on appelle des compléments de loyer. C'est tout à fait légal. En revanche, ça doit être bien écrit noir sur blanc sur le bail. Le complément de loyer, c'est un peu flou. Alors, en théorie, il est là aussi encadré. Il faut qu'il y ait des caractéristiques spécifiques, etc. du bien. Beaucoup de propriétaires vont rajouter des caractéristiques de confort. C'est ce qu'on fait. C'est ce que nous demandent nos clients. Et donc, ce qui va nous permettre de mettre un complément de loyer. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les villes où on a un encadrement des loyers, le locataire peut venir contester ce complément de loyer. Il y a 3 mois après l'entrée dans les lieux. Ça arrive très peu en termes de pourcentage, mais c'est quelque chose de réel. Si il le conteste, il doit être devant une commission de conciliation qui va regarder votre logement, l'analyser, et donc qui va trancher pas forcément en sa faveur, mais qui va parfois arbitrer. On est sur un public en général, sur de la location meublée, qui va rester entre 1 et 3-4 ans dans le logement. Donc, si jamais on a une contestation, on va s'arranger pour récupérer le logement à la fin de l'année. Alors là, encore une fois, il faut que je fasse attention à ce que je dis. En plus, on est enregistré, mais il va falloir mettre qu'il y ait des critères spécifiques pour récupérer le logement, mais on vous accompagnera là-dessus. Et voilà, et on va le relouer à un autre locataire qui ne pose pas de problème. C'est arrivé quelques fois sur plusieurs milliers de locations, puisque l'encadrement des loyers existe à Paris depuis 7 ans et ça ne nous empêche pas de continuer à investir à Paris, et moi non plus, en tant qu'investisseur immobilier. Voilà, donc l'encadrement des loyers, c'est un sujet, mais qui n'en est pas un, du fait que l'État nous laisse la possibilité du complément de loyer. En revanche, il y a des villes où il n'est pas en place, dans lesquelles on peut vous accompagner si c'est un frein pour vous, ce que je pourrais comprendre.
auquel cas, contactez-nous, puis on regardera ensemble dans quelle ville on peut vous accompagner qui ne sont pas assujettis justement à ce complément de loyer. Allez, une question de Jean-Marc qui demande si tu es résident en France. Donc, je crois que la réponse est oui, mais tu vas répondre. Et surtout, il demande quels sont finalement, en termes de fiscalité, est-ce qu'il y a des changements à prévoir sur 2023 et finalement, quels sont les avantages fiscaux dont peut bénéficier un investisseur non résident? Oui, alors la fiscalité, oui, donc je suis résident fiscal français. J'allais dire malheureusement, mais sur l'immobilier, ça va. Je m'en sors, je m'en sors très bien. Donc merci à l'État français parce que de nous laisser développer des patrimoines immobiliers, c'est quand même une vraie chance. Bon, sur tout le reste, on paye énormément d'impôts en France et ça a aussi du sens. Moi, je suis une famille où tout le monde bosse dans le public. Donc, je sais aussi à quoi ça correspond et pourquoi je paye ces impôts-là, même si ça me fait mal de sortir ce qu'on sort au niveau de l'entreprise, des taxes sur les salaires, de mon impôt sur le revenu, etc. Bref, fin de l'aparté. Sur l'immobilier, qu'est-ce que ça va changer pour vous d'être non résident? Oui, ça va avoir des incidences. Ça va dépendre du pays dans lequel vous êtes non résident, Jean-Marc, puisque en réalité, pardon, je regardais une autre marque de Jean-Marc. Sur les taux, on en parlera juste après. Donc, en réalité, vous allez payer l'impôt en France, donc au régime LMNP ou LMP, selon votre niveau de perception de loyer en France. Et ensuite, l'État dans lequel vous vivez peut également imposer ces revenus immobiliers qui viennent de l'étranger. Le principe de base, c'est la non-double imposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France a signé des conventions fiscales avec quasiment tous les pays du monde et elle va dire, les États se mettent d'accord et disent, si Hervé qui vit aux îles Caïmans, non, c'est pas vrai. C'est une très blague. beau. Si Hervé qui vit aux États-Unis a des revenus aux États-Unis, a des revenus aux États-Unis, non, si Hervé qui vit aux États-Unis a des revenus en France, locatif, je ne vais pas l'imposer et en France sur ces revenus-là et aux États-Unis. Parce que le pauvre, il va payer deux fois, ça n'a pas de sens. Donc, États-Unis et France se mettent d'accord dans une convention pour dire qu'il ne sera pas imposé deux fois. Bon, jusque-là, c'est du bon sens. La subtilité, c'est que selon les pays où vous êtes, en fait, l'État dans lequel vous vivez va considérer qu'en France, vous n'avez pas vraiment payé d'impôt, puisque avec tous ces amortissements déficit, vous avez payé zéro. Donc, ce n'est pas une double imposition que de vous faire payer un impôt locatif dans le pays dans lequel vous êtes. Donc, ça va dépendre de la fiscalité applicable au revenu locatif dans le pays dans lequel vous êtes. Donc, Jean-Marc, il faudra nous poser la question selon le pays. Peut-être vous renseigner qu'un comptable dans le pays où vous êtes. Voilà, ça va dépendre, mais ça reste intéressant. Globalement, on a beaucoup de clients non résidents. Ça reste intéressant, bien évidemment, d'investir dans l'immobilier en France. Très bien. Tu as repéré une C'est question? dur de faire une réponse fiscale Oui, généraliste, bien sûr. puisque Non, c'est pas la même chose si vous êtes au UK, que si vous êtes aux US, que si vous êtes à Dubaï, comme on a vécu à Dubaï, que si vous êtes en Italie, etc. Donc, il faut regarder le pays en question. La convention fiscale, en général, elle est signée, c'est toujours à peu près le même article, et voir comment sont taxés les revenus locatifs dans le pays où vous êtes, comment sont pris en compte les amortissements, éventuels déficits, charges, et ça varie d'un pays à l'autre. Et donc, on va regarder ça pour pouvoir vous répondre plus en détail. Alors, une question d'Alice qui demande si vous intervenez à l'étranger. Donc, j'imagine qu'elle veut dire est-ce que vous proposez le service pour un achat et un investissement locatif dans d'autres pays que la France? Alors non, nous, on intervient vraiment en France métropolitaine, donc dans les villes que j'ai citées. On a beaucoup de clients à l'étranger, c'est pour ça qu'on va aussi à leur rencontre, mais qui investissent en France. Et honnêtement, à titre perso, j'ai voulu par exemple investir en Espagne à un moment, parce que j'adore Barcelone, super ville où je vais assez souvent pour des raisons familiales. Et en vérité, quand j'ai creusé, que ce soit sur les taux, la fiscalité, le marché immobilier, c'était pas rentable pour moi. C'était beaucoup plus intéressant d'investir dans l'immobilier en France. Donc, j'ai préféré développer mon patrimoine en France, qui est un pays qui a des atouts pour l'immobilier aussi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je vous dis de ne pas investir à Bali ou dans des zones qui peuvent faire rêver. Je vous dis simplement attention, on m'a proposé des investissements à Bali, mais il fallait acheter full cash parce qu'il n'y avait pas de crédit. J'avais une renta qui faisait rêver à 10%, mais en vérité, quand j'ai creusé avec l'intervenant sur place, les frais de gestion étaient hallucinants. Il savait que j'étais captif, donc il me faisait payer un salarié là-bas à un tarif quasiment français pour exploiter de la courte durée. Ensuite, il me prenait des frais de gestion, des frais de check-in, machin. Je regardais tout et je dis, bon, je finis à 6%. Le problème, c'est que 6% net, c'était intéressant sur le papier, mais sans effet de levier, parce que je ne pouvais pas me financer à crédit. Donc en vérité, j'étais beaucoup moins rentable que si j'achetais un truc simple en longue durée à Paris, même à Paris, quoi, ou dans une ville patrimoniale française, avec toute l'instabilité où on n'est pas toujours propriétaire du terrain, à Toulouse, on n'est pas propriétaire du terrain,
Au bout de 20 ans, il faut négocier avec l'État. La fiscalité, quand j'avais étudié une opportunité à Toulouse à un moment, parce que j'avais un très bon copain qui m'a dit, ah, franchement, on fait ce projet-là, investis, c'est trop cool. Pas d'effet de levier du crédit. J'ai dit, mais la fiscalité, comment ça se passe? Ah non, mais la fiscalité, franchement, là-bas, ils contrôlent rien. Détente, on paye pas. Je dis, non, non, non. Combien ça coûte la fiscalité? Je veux pas être un fraudeur fiscal à Toulouse avec l'État mexicain. Je suis une cible, j'ai aucune envie. Je veux dire, c'est du long terme. Si vous ne faites pas attraper aujourd'hui, vous ferez peut-être attraper demain. Donc, quand j'ai tout creusé, en vérité, c'était pas intéressant. C'était pas intéressant. Donc, regardez toutes les lignes, la fiscalité en respectant la loi dans les pays en question, bien évidemment, les effets de levier liés au crédit qui sont très importants quand on investit dans l'immobilier, la tenue du marché immobilier dans la durée aussi, parce qu'on a des pays où ça peut être bullish, mais les décrochages peuvent être très forts, ce qui est beaucoup moins le cas en France. Voilà, et quand on regarde tous les critères, je ne dis pas qu'il n'y a que la France, hein, je ne vais pas faire mon chauvin, mais la France a des atouts, et pour moi, c'était plus facile de développer mon patrimoine ici. Très bien, parfait. Merci beaucoup. On va arriver bientôt, très prochainement, là, au terme de ce webinaire. Manuel, j'aimerais peut-être que tu nous parles un petit peu d'investissement locatif, un petit peu de votre accompagnement et du fait, puisque nos internautes et nos lecteurs sont majoritairement des Français, des francophones à l'étranger, un petit peu de comment ça se passe à partir du moment où on vous contacte, quelles sont les différentes étapes et est-ce que vous accompagnez, par exemple, également pour le financement? Oui, alors Alice, notre concept, c'est tout à fait ça. En fait, on a créé quelque chose qui n'existait pas quand on l'a créé il y a 10 ans. L'idée, c'était quoi? On avait un client, on avait une agence de gestion déjà qu'on avait créée, donc on gérait des biens classiques, on ne faisait pas de transactions. Et puis ce client nous a dit, je voudrais développer mon patrimoine, mais j'ai pas le temps. C'était un professeur de finance à l'EDEC. C'était un professeur de finance à l'EDEC, pardon. Et donc, il m'a dit, je voudrais développer mon patrimoine, mais j'ai pas le temps. Trouvez-moi une bonne affaire, gérez tout, je ne veux rien faire. Donc, on lui a trouvé une affaire avec travaux. On a acheté un prix, on l'a fait acheter. Hein. Donc, on vous fait acheter, on n'achète pas nous. Très important, Alice. On vous conseille, vous n'êtes pas obligé d'acheter. On vous présente l'opportunité dès le début avec tous les chiffres, le montant des travaux, le montant d'ameublement, les estimations de loyer, vous voyez tout. Et vous dites, j'y vais pas. Si vous n'y allez pas, on va essayer de comprendre pourquoi, d'affiner le projet et de trouver vraiment une opportunité qui vous correspond et qui est rentable, bien évidemment. Et ensuite, une fois que vous dites, j'y vais, on va gérer la partie au maximum avec vous pour vous soulager, acquisition, notariale. Ça inclut le financement. On va vous mettre en relation avec des partenaires ou vous aider à suivre le dossier sur le financement. Ensuite, on va gérer avec nos architectes et architectes d'intérieur qui sont en interne au sein de l'entreprise. On va vous aider à gérer la remise au propre et l'optimisation du logement. Ça va de la rénovation complète à l'ameublement. Donc, on va vous aider à meubler, décorer. On va vous présenter des packs. Vous allez choisir l'univers décoratif, mais on va dérouler tout ça pour vous. Et on va vous livrer un bien rénové, optimisé. C'est vraiment ça le concept, avec un rendement locatif, parce qu'on a estimé les loyers. Et là, vous allez dire, super, on a des clients qui disent, je vais le louer en courte durée. Il est optimisé courte durée aussi. On a tout mis dedans. On a des clients qui vont dire, maintenant, gérez-moi ce bien-là aux conditions que vous m'avez dit, c'est-à-dire avec un loyer de X. Et puis, on a des clients qui disent, je vais le gérer tout seul. Mais notre promesse, c'est de vous livrer ce bien-là et que vous puissiez le louer en fonction de la fourchette de loyer qu'on vous a indiquée dès le début, parce qu'on a l'expertise de marché. Vous pouvez faire tout ça à distance. Nous, on prend un fees de 7% du montant total du projet, en sachant que nos honoraires, je l'ai dit tout à l'heure, vont passer en déficit, donc ça ne vous coûte pas 7% après fiscalité, mais on va vous facturer 7%, donc sur un projet à 200 000, environ 14 000 euros pour gérer toutes les étapes, donc la recherche du bien, la gestion des travaux, ameublement, etc., donc tout de A à Z, jusqu'à la livraison d'un projet meublé, rénové et optimisé pour la location. Et ensuite, si vous souhaitez le mettre en gestion, là, on gère à un taux de 5%. On va gérer votre bien à un taux de 5%, si c'est votre souhait, mais comme une agence classique. Vous pouvez le confier à notre agence ou le gérer vous-même, la gestion des locations. Voilà le concept. Et on fait ça depuis 10 ans. Et puis, on est présent, ce que je disais, dans une vingtaine de grandes villes en France. Donc, on va, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour avoir plus d'infos, surtout déjà essayer de comprendre quel est votre projet, quel est votre budget aussi. Parce que parfois, des gens me disent, je voudrais investir 1 million d'euros. C'est super. Mais est-ce que la banque va vous suivre sur ce montant-là? C'est pas toujours le cas, parce que les conditions de crédit sont parfois complexes. Donc, on va affiner avec vous ça, voir ce qui est faisable. Et ensuite, en fonction de vos critères, vous dire, voilà, vous avez un budget de 200 000 euros, de 300 000 euros, de 500 000 euros. Voilà ce que nous, on sait faire en termes de rendement, d'équilibre financier dans les villes qui vous intéressent. Et à partir de là, si ça match, on lance les recherches. Vous êtes en contact avec nos chasseurs immobiliers, donc des experts terrains locaux qu'on a formés à l'immobilier et qui connaissent parfaitement les villes. Et puis, derrière, on va dérouler, on va vous faire des propositions. Tout est cadré dans la projection financière. Vous dites oui, vous dites go, no go.
Si no go, on réaffine. Et puis si go, bah, on vous accompagne dans le déroulé jusqu'à la livraison finale du bien. Voilà. Je vais juste le dire sur les montants, on démarre à 100 000 euros tout inclus environ. Donc quand je dis tout inclus, c'est achat, travaux, ameublement, hein, etc., etc., frais de notaire, honoraires. Et on va sur des projets jusqu'à 2 millions d'euros, en général des immeubles entiers avec plusieurs logements dedans, qu'on va restructurer de la même façon. On va refaire partie commune, toiture si c'est nécessaire, on va tout faire dès le début. Et on va refaire tous les logements de manière à ce que l'investisseur ait un immeuble locatif optimisé pour avoir le meilleur rendement possible sur un bien rénové dans lequel il n'aura pas de travaux à faire et il va être au clair avec les DPE. Voilà. Super. Bah, écoutez, vous avez le petit QR code pour prendre un rendez-vous. Vous avez également le lien avec le calendrier que Manuel vous a laissé dans le déroulé du chat, les internautes. Donc, voilà. Puis, on vous fera parvenir évidemment la présentation. Donc, merci beaucoup, Manuel. Manuel Ravier, cofondateur, président d'investissementlocatif.com. Merci pour cette présentation. Investir en France en 2023, perspectives, conseils, pièges à éviter. Je crois que c'était très clair. Merci tous les internautes. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous allez recevoir le mail avec le lien du replay. Donc, si vous avez raté le début, si vous voulez le revoir, si vous voulez également le partager avec vos amis, n'hésitez certainement pas. Il y aura un article dans le Petit Journal également dans les prochains jours avec la vidéo. Donc, de la même façon, n'hésitez pas à le partager. Je vous remercie tous. Merci encore, Manuel. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée, bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. À bientôt.